Le cerveau est l'organe le plus complexe du corps humain. Il serait à l'origine de capacités mystérieuses, frôlant la science-fiction. Tout le monde a ses capacités plus ou moins fortes. Mais seuls quelques-uns d'entre nous auraient étonnamment réussi à les développer et les mettraient au service des autres. Ainsi, certaines forces de police n'hésiteraient pas à faire appel à ces hommes et ces femmes pour les assister dans leurs enquêtes. Et j'ai pu comme ça les guider rue Gabriel-Péri sur un numéro, sur un étage. Chaque jour, des scientifiques tentent d'expliquer le fonctionnement de ces facultés qui siégeraient dans cet incroyable organe. Enquête sur les mystérieux pouvoirs du cerveau. Tordre une barre de fer, localiser des personnes disparues, connaître le passé d'un objet, tout cela grâce à la seule force du cerveau. Voilà les 3 pouvoirs dont certaines personnes seraient dotées. Le premier de ces pouvoirs est la radiesthésie. Radiesthésie vient du latin radius, rayonnement, et du grec esthésie, sensibilité, sensibilité au rayonnement. Donc un radiesthésiste, c'est avant tout quelqu'un qui a cette faculté naturelle. Gérard Grenet est lui-même radiesthésiste. En tant que radiesthésiste, je peux retrouver, on va dire, un petit peu tout ce que les autres moyens hors radiesthésie n'arrivent pas à trouver. En effet, n'importe quel objet, animal ou être humain émet des ondes. Grâce à la radiesthésie, Gérard Grenet serait capable de capter ces ondes qui vont l'aider dans sa recherche. Et pour mieux ressentir ces vibrations, le radiesthésiste a recours à un pendule. Donc le pendule, c'est-à-dire une masse de 30 à 50 grammes attachée à un fil d'environ 20 cm qui permet de travailler sur plan, c'est-à-dire vous travaillez sur la table, sur des plans, des cartes. Pour tenter de retrouver et localiser une personne disparue, Gérard utilise une carte, son pendule et une technique simple. Je vais installer un quadrillage sur ma carte et je vais interroger au pendule carré par carré, jusqu'au moment où je vais avoir un des carrés qui répond. Plus je vais m'approcher, plus je vais avoir une différence dans le ressenti pendulaire. Le pendule n'est qu'un prolongement de soi, quelque part. Vous voyez, donc quand on utilise un pendule, c'est le prolongement de sa propre énergie. C'est cette énergie qui permettrait au radiesthésiste de retrouver ce qu'il cherche. Mais comment cela fonctionne-t-il? Pour une faculté paranormale, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle apparaît effectivement dans un état second. C'est-à-dire comme si finalement nous étions dans un état de transe. Dans cet état de réflexion profonde, ces personnes seraient alors capables de synchroniser leurs ondes cérébrales avec celles de la Terre. On est complètement sur la même fréquence que l'écorce terrestre, ce qui va nous permettre à ce moment-là de ne plus utiliser notre conscient, mais notre inconscient. Et notre inconscient, pour ma part, est tout à fait connecté à l'univers tout entier. Donc c'est une banque de données sans limite. Pour Gérard, ces données se transformeraient alors en images, lui permettant ainsi de retrouver des personnes disparues. Mais il existerait un deuxième pouvoir inhérent à notre cerveau. Il permettrait de déplacer ou tordre un objet par la seule force de la pensée, la télékinésie. C'est l'action par la pensée sur des objets. Concrètement, ça veut dire faire déplacer un objet sur une table uniquement en le fixant et en y pensant fortement, ou plier une barre de métal. Il y a très peu de gens capables de faire ces types de phénomènes de télékinésie. En France, c'est Jean-Pierre Girard. Jean-Pierre Girard est ce que l'on appelle un sujet psy. Ça veut dire simplement un sujet qui émet, qui a des facultés pour produire des phénomènes paranormaux. Jean-Pierre Girard s'est prêté pendant de nombreuses années à toutes sortes d'expériences scientifiques pour essayer de prouver l'existence de son pouvoir. Il a souvent été décrié, ne parvenant pas toujours à reproduire les phénomènes lors d'expériences réalisées dans des conditions très strictes. Il m'apparaît effectivement que les protocoles auxquels il était soumis ont été probablement les plus rigoureux qui ont pu être faits pour ce genre de recherche. Donc j'ai tout lieu de penser qu'il n'y avait pas de tromperie, d'autant qu'on a découvert donc des phénomènes microscopiques qui étaient tout à fait imprévus. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer scientifiquement qu'on arrive à plier une barre ou une cuillère uniquement par l'action de la pensée en fixant cette barre? On peut considérer que c'est une action sur l'infiniment petit, sur donc le côté moléculaire de la matière. Donc là, on est dans l'infiniment petit et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas d'explication réelle. Jean-Pierre Girard a accepté pour nous de refaire une de ses expériences en pliant une barre de métal par la force de son esprit. Alors avant toute chose, c'est une barre qui a une résistance mécanique extrêmement élevée. Pour la courber, il faut vraiment faire un effort très important. Et on voit qu'elle se courbe, mais elle ne reste pas courbée. Avant toute chose, on vérifie évidemment que cette barre est bien droite.
Ah, c'est l'étiquette qui fait ce bruit-là. Donc, je vais par psychocinèse tenter, en la caressant, de la courber sans faire d'effort physique. Alors, je peux prévenir quelques secondes, voire une demi-minute avant que celle-ci se courbe, car je vais avoir la projection de la barre déjà courbée. En fait, j'essaie d'établir un contact avec la matière en sachant que celle-ci est composée d'atomes, d'électrons qui tournent autour de ces noyaux et que je vais tenter au fond de désorganiser ces électrons. Là, je la sens qui va se courber. Je la vois. Je la vois. Je la vois qui se courbe. Comment Jean-Pierre Girard est-il parvenu à tordre cette barre de fer par la seule force de son cerveau? Y aurait-il une explication secrète et cachée? Ou alors la télékinésie existerait-elle réellement? Ainsi, s'il serait possible d'agir sur les objets par la seule force de son mental, il serait également possible d'en connaître le passé. Il s'agit du troisième et dernier pouvoir de notre cerveau, la psychométrie. La psychométrie, c'est la faculté de pouvoir tirer une information d'un objet apparemment inanimé. Vous prenez un objet, quel qu'il soit, et simplement en vous concentrant dessus et en le prenant dans les mains, vous essayez d'entrer en contact avec et vous pouvez être capable de raconter l'histoire de cet objet, dans quelle époque il a vécu. Pascal Lafargue posséderait un tel pouvoir. Il suffit d'être sur un lieu, de poser la main sur un mur, ou si je ne peux pas me déplacer sur le lieu, eh bien on va me donner un support qui a appartenu au lieu. Ça peut être un morceau de pierre, un morceau de bois, mais il me faut toujours un support de travail. Selon Pascal, c'est au contact de ce support que le passé se révélerait à elle sous forme d'image. Je me retrouve propulsée comme dans un autre espace-temps, c'est-à-dire en fait, je vois comme un film se dérouler devant mes yeux, je vois, j'entends, j'ai des odeurs, j'ai des sons. Ainsi, des individus se disent capables de retrouver des personnes disparues, de deviner le passé d'un objet ou de modifier la matière par la seule force psychique du cerveau. Mais ces prétendus pouvoirs sont-ils réservés à une infime partie de la population? Avons-nous tous la capacité de développer de telles facultés? Tout le monde a ses capacités plus ou moins fortes. En gros, je dirais, il y a 10% de gens formidablement doués. J'aime bien la notion de doué, c'est-à-dire c'est comme on est doué en maths ou doué en sport. Il y a des gens qui, dès le départ, ont ça en plus que les autres. Ainsi, certains d'entre nous auraient ces pouvoirs inscrits dans les gènes dès la naissance. Mais comment le savoir? Et comment ces pouvoirs se développent-ils? On me pose souvent la question de savoir si quelque chose déclenche une capacité paranormale. Alors j'ai commencé à chercher et puis j'ai fini par trouver qu'il y avait des phénomènes violents, on va dire, dramatiques. Des phénomènes tels que l'électrisation. L'électrisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de subir un courant électrique très puissant et qui peut, pour des raisons qu'on ignore, complètement bouleverser, je dirais, notre organisation et déclencher chez nous des facultés paranormales. C'est pour ça que les chamans de l'ancien temps étaient souvent des gens qui ont été touchés par la foudre. C'est ce qu'aurait vécu Jean-Pierre Girard. Frappé par la foudre, il aurait subi un choc électrique de plusieurs centaines de milliers de volts qui aurait perturbé le fonctionnement de son cerveau, révélant alors ses capacités cachées. Mais le choc pourrait être également émotionnel. De nombreux voyants ont eu des drames intenses comme cela. Exemple, Nostradamus a découvert ses dons de voyance quand sa femme et ses 2 filles ont été tuées par la peste. Et il a dit que quelques semaines après, des dons de voyance sont apparus, il les a gardés jusqu'à sa mort. Un choc émotionnel violent, c'est ainsi que Gérard Grenet aurait découvert ses pouvoirs. Je me suis retrouvé très malade et c'est effectivement pour moi ce passage de la maladie, de la grande dépression qui a complètement changé, bouleversé ma vie et qui a complètement révélé autre chose.
Donc on a l'impression qu'il faut que le cerveau subisse un choc, qu'il soit physique ou psychologique ou émotionnel, pour que ces capacités latentes en chacun de nous se révèlent et prennent des dimensions puissance 10 ou puissance 100. Cependant, il n'y aurait pas forcément besoin de souffrir autant pour obtenir de tels pouvoirs psychiques. Il suffirait seulement de s'entraîner pendant de nombreuses années. J'ai un potentiel dont j'ai pris conscience et à partir de là, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait des psychométries, des centaines, des milliers de psychométries depuis 27 ans, mais c'est surtout le travail. Je crois que c'est l'entraînement et le travail qui fait qu'on devient à un moment donné performant. Quelqu'un qui se rend compte qu'il a encore quelque chose qui est là, qui est vivant en lui, une capacité, plus il va l'utiliser, plus elle va prendre sa place, plus elle va s'épanouir, plus elle va trouver sa force. Selon les spécialistes du paranormal, nous posséderions tous un potentiel que seules de rares personnes seraient capables d'exploiter au point d'obtenir des pouvoirs hors du commun. Des pouvoirs qui seraient utilisés dans des circonstances que nous n'imaginons pas. Ainsi, il arriverait que des forces de police demandent dans certaines enquêtes l'aide de radiesthésistes, ces individus capables de localiser une personne à distance par la seule force de leur mental. Gérard a ainsi été appelé pour retrouver un suspect qui se serait caché en banlieue parisienne. Je me déplace en moto et très souvent j'ai mon plan de banlieue avec moi. Gérard va alors feuilleter son plan, le pendule à la main, jusqu'à ce que celui-ci réagisse. Et donc très vite j'ai pu déterminer qu'il était sur la commune de Pantin. Et là, je me suis fié simplement à l'index des rues du plan de banlieue. J'ai glissé avec mon doigt, comme ça, de rue en rue en rue. À un moment donné, sur G, Gabriel Péri, j'avais mon pendule qui s'est mis tout de suite à me donner une réponse positive. Et j'ai pu comme ça les guider rue Gabriel Péri sur un numéro, sur un étage. Les policiers suivraient ainsi en direct les informations données par le radiesthésiste au téléphone, ce qui aurait permis de procéder à l'arrestation du suspect. Ce qui était très impressionnant pour moi, c'était de les entendre en live, les sirènes, les coups de frein, et d'entendre la porte voler en éclats. Mais Gérard Grenet ne serait pas le seul radiesthésiste à qui la police aurait fait appel. Jean-Louis Crozier, considéré comme le pape de la radiesthésie en France, aujourd'hui disparu, aurait aidé la police des centaines de fois. Sur à peu près 1200 cas sur lesquels il avait travaillé, 400 ont été résolus, donc retrouver 400 personnes en l'espace de 40 ans, donc ça fait 10 personnes par an, presque une par mois, alors que personne n'avait de piste, ni la police, ni la gendarmerie, en restant chez lui avec un pendule et une photo et une carte hygiène, c'est phénoménal. Mais la police ne s'est jamais exprimée sur le sujet. Officiellement, ils ne vous diront jamais qu'ils ont retrouvé quelqu'un grâce à un radiesthésiste, parce que ça veut dire privilégier le paranormal, entre guillemets, et donc ça veut dire que ça serait au détriment peut-être des enquêtes policières classiques, c'est-à-dire rationnelles, chercher les pistes des suspects. Selon Gérard Grenet, la radiesthésie permettrait donc de retrouver des personnes disparues ou de localiser des suspects. Est-ce un véritable pouvoir ou le fait du hasard ? Pour d'autres personnes, le cerveau permettrait aussi de remonter dans le temps. Notre inconscient est capable d'accéder au passé, au futur ou au présent lointain. C'est pourquoi, depuis plus de 20 ans, certains historiens feraient appel au prétendu don de Pascal pour découvrir le passé d'objets anciens. Tout a commencé suite à une expérience proposée par Michel, un de ses amis. Michel me remet une petite boîte dans laquelle il y avait une pierre. Ce que Pascal ignore, c'est que cette pierre provient du château de Chinon, où Jeanne d'Arc a rencontré pour la première fois le roi Charles VII. Et pourtant, elle va décrire le château avec précision. Je vais parler d'une tour, je vais parler de souterrains qui mènent à une rivière qui est en contrebas, je vais parler d'une forêt, je vais parler d'un vieil arbre, je vais parler d'inscriptions sur les murs, je vais donner un tas de détails. Mais l'expérience ne se serait pas arrêtée là. Je vais remonter dans l'histoire et je vais me retrouver à l'époque de Jeanne d'Arc. Je vois des gens avec des bourses d'argent qu'on remet à une famille, comme en dédommagement de quelque chose. Et puis je vais ressentir des tas d'informations, notamment qu'elle n'est pas morte brûlée sur le bûcher. Je vois qu'elle refait sa vie. Des révélations qui viendraient contredire la version officielle de la vie de Jeanne d'Arc, mais qui rejoindraient de nombreuses théories étudiées aujourd'hui, comme ses supposées origines royales ou bien le fait qu'elle ne serait pas morte sur le bûcher. Cette pierre du château est totalement inerte et inhumaine. Donc pourquoi ça a fonctionné? C'est là effectivement où l'imprégnation historique donne des informations qui sont gardées en mémoire dans l'objet et qu'on peut faire ressurgir si on est très fort en psychométrie. C'est une aventure absolument incroyable et tout ça va partir d'un petit morceau de pierre. Ce pouvoir permettra peut-être un jour de répondre aux plus grands mystères de l'histoire, tels que l'existence des chevaliers de la table ronde, l'origine des statues de l'île de Pâques ou encore à quoi servait Stone Age. Pour Jean-Pierre, les pouvoirs de l'esprit offrent d'autres possibilités.
Mais je dis que ça, c'est la face immergée de l'iceberg et que ces états mentaux nous permettent aussi l'action sur le vivant. Il s'imagine capable d'influencer les êtres vivants comme il le fait avec la matière. Ce que l'on fait sur une barre, est-ce qu'on réalise qu'on peut le faire sur le vivant? Moi, j'ai fait des expériences à l'Institut de Fribourg, où à 2 mètres de distance, j'ai détruit des bactéries dans des tubes de verre. Donc, on peut agir sur le vivant. Pour Jean-Pierre Girard, on pourrait donc un jour agir sur notre corps par la seule force de notre mental. Une théorie très controversée, les scientifiques n'étant jamais parvenus à prouver de manière irréfutable l'existence de tels phénomènes. Mais bien sûr, comment voulez-vous que la communauté scientifique accepte des phénomènes qui sont produits seulement par quelques-uns? Pourtant, bien qu'il ne le confirme pas, il semblerait que ces pouvoirs soient aussi utilisés par des gouvernements. Il va falloir attendre de nombreuses années pour que les pouvoirs publics reconnaissent et utilisent les pouvoirs paranormaux. Aux États-Unis, ils sont moins réticents par rapport à ça. Des spécialistes sont utilisés et même médiatisés. Les policiers travaillent à côté de radiesthésistes ou d'hypnotiseurs ou de chercheurs bénévoles dans ce domaine. Modifier la matière, retrouver des personnes disparues, connaître le passé d'un objet. Si ces pouvoirs du cerveau sont un don que quelques personnes seulement prétendent avoir, il n'existe pas cependant d'explication rationnelle permettant de valider de tels phénomènes. Ils restent aujourd'hui très controversés. Mais dans le futur, nous sera-t-il banal d'utiliser de tels pouvoirs? Notre cerveau recèlerait-il encore d'autres mystères difficiles à concevoir aujourd'hui?